Bonjour. Good morning everyone. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre participation. Je suis ravie de pouvoir participer à ce forum de Paris sur la paix. Sarah, merci beaucoup de votre participation et de vous être jointe à nous ce matin. Sarah Wayne Callis n'est pas uniquement une star du cinéma. Vous avez, j'imagine, vu différentes séries et différents films, le Walking Dead ou même Breaking Bad. Mais autant pour moi, dit l'orateur. Il fait de la pub pour moi, là. Alors, vous êtes également ambassadrice de l'International Rescue Committee, l'IRC en anglais, et cela depuis plus de 10 ans maintenant. Je sais que vous avez des raisons personnelles, c'est-à-dire votre parcours qui vous a mené à l'IRC, une organisation qui soutient les personnes déplacées et les réfugiés. Est-ce que vous souhaitez nous en dire davantage? Bien entendu, bonjour à tous et à toutes. Harlem, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ce panel et merci au Forum de Paris sur la paix de m'avoir accordé cette opportunité de parler de tout cela. J'ai commencé parce que mon grand-père était réfugié. Il a quitté l'Hongrie et la Roumanie en 1920 afin de rejoindre les États-Unis et il a commencé à 8 ans de vendre des pommes dans la rue à New York. Il est décédé, mais il était à Chicago et il dansait avec Fred Astaire. Ce n'était pas un atterrissage facile parce que l'IRC a vu le jour en 1933 et ces organisations n'existaient pas à l'époque. Ces mêmes organisations qui existent à l'heure actuelle. Et je voulais faire partie de ce processus. Merci beaucoup, Sarah, de votre soutien. Et au cours des 10 dernières années, vous vous êtes rendu dans différents sites pour la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, la Serbie, l'Irak, l'Afghanistan. Vous vous êtes entretenu avec les différents réfugiés, les bénéficiaires de nos projets qui souhaitent regagner le contrôle de leur vie et de façonner leur avenir. Qu'est-ce que vous a frappé le plus suite aux différentes discussions que vous avez pu entamer avec les bénéficiaires de l'IRC et les équipes? Alors, l'impression que j'ai à chaque fois, c'est de me sentir dépassée par la générosité, qu'il s'agisse des réfugiés, des bénéficiaires, mais également ceux qui aident ces réfugiés. À titre d'exemple, quand j'étais au camp de mise en Irak, en Kurdistan, en 2013, j'étais avec une population syrienne qui avait tout perdu. Il y avait des décès, du deuil, des communautés, un manque de stabilité, un monde qui s'est complètement effondré. Mais à chaque fois que je parlais à quelqu'un, les réfugiés me proposaient un thé, une orange, pour montrer la reconnaissance, la gratitude pour les services, mais également pour donner, pour redonner. Je crois que c'est un phénomène assez remarquable que l'on trouve même parmi les réfugiés qui sont aux États-Unis, ce sentiment de gratitude, de reconnaissance et de vouloir redonner à l'économie et à la société. Nous avons également le rêve de la médaille. Nous avons les équipes. J'ai rencontré quelqu'un à Belgrade il y a quelques années. Il travaillait pour une organisation partenaire de l'IRC. Lui-même avait été réfugié pendant la guerre des Balkans. Il a été marqué par cela. Il était étudiant à la fac. Il partageait un appartement avec 5 autres étudiants. Il était à vélo, il avait vu une famille syrienne qui habitait sous le pont. Et il leur a demandé pourquoi vous êtes là. Ils ont répondu, voici notre situation, nous n'avons nulle part où aller. Il a dit, venez avec moi. Et il a appelé ses amis, et il a rallié les amis pour trouver des canapés, des lits, parmi ceux qui n'avaient pas grand-chose non plus. Et je crois que c'est remarquable parce que très souvent, c'est ceux qui ont le moins au monde qui donnent le plus. Des deux côtés, des deux revers. C'est assez formateur pour les autres également. Oui, vous avez tout à fait raison. Je suis moi-même impressionnée à l'IRC lorsque les gens nous demandent comment vous gardez l'espoir
C'est grâce aux actions, c'est grâce aux interventions, c'est grâce à ce que l'on fait avec les équipes et avec les réfugiés. Lorsque l'on pense aux différents défis que vous avez décrits et quand on rencontre les bénéficiaires, il y a quand même cet espoir. C'est traumatisant de se trouver dans cette situation, de tout laisser, de laisser sa maison, son foyer, son chez-soi. 80% des personnes déplacées au monde vivent dans des pays à faible ou à moyen revenu. Quelle est la force motrice? Nous savons, c'est les conflits. L'IRC travaille avec les différents réfugiés, mais nous avons également l'impact du changement climatique. C'est un sujet que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Nous avons l'ajout des conflits que l'on a constatés au cours des dernières années. Maintenant, nous avons la guerre à Gaza, nous avons eu la guerre en Arménie il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. En plus de la guerre ukrainienne, nous avons plus de 50 conflits en cours et très souvent ce n'est pas uniquement une question d'État contre État, parfois ce sont des tribus ou des communautés qui sont en guerre. Il est très difficile de trouver des espaces diplomatiques ou même des accords en matière de la paix, de cessez-le-feu ou une cession d'hostilité. Nous voyons un nombre croissant de personnes déplacées à la fin de 2022. 108 millions de personnes déplacées, c'était un record, notamment si l'on pense aux réfugiés venant d'Ukraine. À la fin de septembre 2023, nous parlons de 114 millions de personnes déplacées. Quelques rapports ont été publiés il y a plusieurs semaines ou plusieurs jours par l'Institut pour la paix s'agissant de l'impact du changement climatique qui montre qu'entre maintenant et 2050, on pourrait parler d'1 milliard de personnes déplacées à cause des conséquences du changement climatique s'il ne change pas la donne. Et c'est ce que l'on constate également. Les endroits qui sont impactés le plus, bien entendu, les changements climatiques ont un impact partout dans le monde, mais là où nous avons une incidence accrue, sont des endroits qui sont frappés par la crise, là où il y a moins de soutien, moins de financement. Il est très facile pour la Banque mondiale, le développement, de travailler avec les États qui sont stables qu'avec des communautés ou des tribus où il n'y a pas cette même stabilité. Nous avons une incidence directe des changements climatiques, en plus des conflits, nous avons un manque des moyens de subsistance, des aléas météorologiques, des personnes déplacées, un nombre croissant de conflits s'agissant de l'accès aux ressources, les terres arables, l'eau potable, mais nous avons également moins de soutien pour ces communautés. Sarah, qu'en est-il? Donc, nous avons parlé des différents moteurs, et nous avons parlé de cette combinaison entre les changements climatiques et les conflits. Qu'en est-il de la réponse? Comment aborder cette question? C'est une question compliquée. À titre personnel, nous en avons parlé tout à l'heure, les communautés qui sont les plus frappées par les changements climatiques sont celles qui n'ont pas contribué ou qui ont contribué le moins. Notre monde a une occasion avec la COP28 afin d'impliquer les personnes déplacées, mais également les réfugiés dans les discussions autour des changements climatiques et la reconnaissance du fait que le changement climatique va impacter davantage ces populations. Par conséquent, nous avons besoin de redoubler les efforts pour accueillir et pour répondre aux besoins de ces populations. En plus des autres efforts, les réfugiés doivent faire partie de la conversation. Et je crois que l'on a beaucoup appris de la réponse mondiale face aux réfugiés ukrainiens. Et j'espère que nous allons pouvoir migrer, prendre cette compassion pour les Ukrainiens, pour les réfugiés blancs chrétiens, et que l'on puisse appliquer cette même compassion aux réfugiés venant des autres parties du monde. Nous avons une occasion à tirer des enseignements s'agissant de la diversité de notre compassion et notre capacité
d'accueillir des gens au sein de notre communauté de manière significative. Et j'espère que nous allons pouvoir nous réunir en amont de la COP28. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être en parler davantage. Connaissez-vous des solutions? Pourquoi? Parce que le problème semble faramineux. Toutefois, vous êtes rendu au Nigeria. Il y a différentes solutions technologiques qui ont été proposées pour les difficultés climatiques, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Sarah. Vous avez tout à fait raison. Nous devons regarder, bien entendu, les problèmes, mais également les solutions qui peuvent être proposées. Quand j'étais au Nigeria, c'est un pays qui illustre le problème, bien entendu, notamment dans le nord du pays. J'étais dans le nord-est du pays, où il y a le Boko Haram et d'autres groupes qui ne cessent d'attaquer différentes villes et qui prennent différentes parties de la région. Nous avons également des événements sévères climatiques, des inondations qui provoquent le déplacement des populations, l'insécurité. Il est difficile pour les gens de continuer avec la production agricole à titre d'exemple, mais nous avons également élaboré une solution liée au contexte climatique et nous pensons que cette initiative est prometteuse. Encore une fois, il faut trouver la manière dont on peut travailler avec les communautés locales. On ne peut pas dépendre uniquement des projets. Il ne s'agit pas uniquement de l'adaptation, mais de l'atténuation. C'est un vrai défi. Pourquoi? Parce que le financement climatique, ou la plupart des financements climatiques, est alloué à la réduction des émissions et à l'atténuation. Nous avons 15% du financement qui va aux communautés qui n'émettent pas de la région du Sahel, en Somalie. La contribution au changement climatique, c'est 3%. Mais ces populations comptent pour plus de 50% de ceux qui sont exposés aux sécheresses, aux inondations et aux déplacements. Nous avons élaboré une initiative, des programmes de pilotage que nous testons afin d'assurer que les gens se trouvent dans une situation où ils sont au courant d'un aléa météorologique avant que l'événement se produise. Nous avons une aide financière en plus de l'aide humanitaire avant le choc ou le d'après. Nous travaillons également avec les agences météorologiques, mais des entreprises technologiques pour que les données qui existent, nous savons que les experts disposent de données, 20% des aléas peuvent être prédits. Alors pourquoi attendre? Pourquoi attendre que la tempête frappe avant de fournir cette aide dont les communautés ont besoin? Nous avons vu que ces différents groupes qui ont reçu le soutien en amont ont pu protéger le bétail et la volaille, anticiper les dommages aux abris. Nous souhaitons faire la promotion de ces initiatives, notamment pendant la COP28. L'Allemagne a décidé de dédier 5% de son aide internationale aux actions en amont des chocs. Pour les autres pays, je crois que c'est 1%. J'espère qu'après la COP28, on va pouvoir saisir davantage cette opportunité d'avoir davantage d'engagement pour anticiper et pas réagir. C'est enthousiasmant. Je me sens un peu dépassée, comme j'ai déjà évoqué. C'est génial d'entendre parler des solutions qui existent et qui peuvent être développées en partenariat avec les gouvernements dans les 4 coins du monde et la société civile pour s'attaquer aux problèmes avant qu'ils ne deviennent trop faramineux. Merci beaucoup, Sarah. Nous allons maintenant inviter 2 autres participants à prendre la parole, apporter leur pierre à l'édifice. Nous allons parler de l'histoire du soutien des réfugiés, de l'accueil des réfugiés. Vous avez parlé de votre grand-père, c'était même avant la création de l'IRC. Et je suis ravie que nous allons pouvoir demander à Anna Winger, qui est productrice et scénariste de la série Transatlantique, et Alf Amasu, qui est également comédien,
Il est militant et dans la série, il s'agit de la création de l'IRC, ou la création de l'IRC a fait l'objet d'un épisode. Nous avons la mobilisation de l'Emergency Rescue Committee et nous avons également eu certaines personnes qui sont allées à Marseille pendant que la France était occupée sous le régime Vichy afin de sauver des artistes et d'autres citoyens, citoyennes qui couraient le risque d'être déportés. Il y avait également un journaliste, Varial Fry, un journaliste américain qui était soutenu par Eleanor Roosevelt, qui est allé à Marseille. Nous avons vu Marchegall, André Breton, Walter Benjamin, Mark Sells, qui ont été sauvés grâce à cette entreprise. Quels sont les enseignements à tirer s'agissant de la mobilisation, de la générosité, afin d'accueillir à bras ouverts les réfugiés, alors qu'il existe des difficultés s'agissant de la mobilisation des acteurs? Cette histoire est très importante. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de ce qui s'est passé il y a 80 ans, mais que faisons-nous maintenant face aux vagues de réfugiés qui arrivent dans nos sociétés? Anna, ma question est la suivante. Comment cette idée a vu le jour? Je habite à Berlin. Et en 2015, avec la crise en Syrie, on a vu une vague de réfugiés qui sont venus en Allemagne. Tout le monde était bénévole, tout le monde voulait prêter main forte. Je crois que tout le monde s'est prêté à la tâche. Il y avait des bénévoles dans les camps, il y avait des gens qui accueillaient des réfugiés dans leur propre maison. Une belle initiative à Berlin. Et j'ai été étonnée par ce cycle parce que moins d'un siècle avant, les réfugiés quittaient Berlin, alors que là, Berlin est devenu un havre de paix. C'était très émouvant. Je connaissais l'histoire de M. Frey et les autres individus qui étaient impliqués dans le ERC, cette histoire des hommes et femmes courageux. Mais c'était des personnes lambda. Ce qui me touche, c'est vraiment la manière dont les personnes lambda peuvent aider d'autres gens. Ce n'étaient pas des experts formés, ce n'étaient pas des espions, ce n'étaient pas C'était des hommes et des femmes qui souhaitaient aider. C'était des super-héros. J'en ai vu à Berlin également en 2015 avec les réfugiés syriens. Je me suis dit que c'était vraiment la boucle qui se bouclait. Oui, c'est une histoire, c'est une belle histoire. Ralph, maintenant. Pourquoi vous avez décidé de jouer ce rôle? Qu'est-ce qui a intéressé chez votre personnage? Nous avons des personnages héroïques comme William Fry, comme vous avez mentionné, mais également des personnages fictifs. Et nous avons des idiots universaux qui sont également présentés. Oui. Merci, c'est un honneur, c'est un plaisir de pouvoir prendre la parole. Merci beaucoup de cette invitation. C'est assez triste que nous avons besoin toujours de l'IRC. Pour moi, ça m'attriste. Je vais répondre à votre question. Je vais apporter quelques éléments de réponse. Quand j'ai lu le script pour commencer, je suis tombée amoureuse de la vision d'Anna, c'est-à-dire comment rendre visibles les invisibles. C'était frappant. Quand on regarde le scénario, quand on regarde la série même, on voit un groupe assez
inhabituel. Un noir, des personnes homosexuelles, des héros féminins, donc des femmes qui, je ne sais pas comment m'exprimer, qui rejettent le statu quo pour passer à autre chose, pour aller au-delà, pour passer à la vitesse supérieure, pour aider les gens, pour sauver des vies, pour sauver des artistes, des réfugiés. Et pour moi, ce sont des héros, le fait de vouloir, de souhaiter aider. Donc nous avons cet aspect. Nous avons également le fait que mon personnage, Paul, est très important, mais très cher au cœur, parce que c'était une des premières fois où j'ai lu un personnage noir africain qui était impliqué dans la Deuxième Guerre mondiale. Quand on lit les livres, quand on regarde les films, les séries, les Noirs sont supprimés de l'histoire, tout simplement. Moi, je suis allée à l'école, comme vous tous et toutes, et je sais très bien qu'il y a eu des soldats noirs. Il y a eu des militaires noirs qui sont passés aux oublis. Merci beaucoup, Anna, d'avoir osé raconter cette histoire, d'avoir donné une voix à cette population noire. J'ai beaucoup apprécié le fait que la série soit basée sur des événements réels. Je suis fan d'histoire, j'adore l'histoire. Je crois que nous avons des leçons à tirer de ce qui s'est passé auparavant, mais malheureusement, je ne comprends pas pourquoi, mais l'histoire ne cesse de se répéter. Et c'est triste. Merci beaucoup, Ralph. Alors, pendant le tournage de cette série, nous avons parlé de l'histoire, mais il y a eu un autre événement historique qui était la guerre en Ukraine. Comment cela a impacté votre travail, Anna? Oui, la guerre a commencé le deuxième jour de tournage et même si l'on a été inspiré par des événements récents ou modernes, on n'avait pas anticipé tourner cette série pendant qu'il y a une guerre en Europe. C'était horrible, c'était contre. Nous avons Walter Benjamin qui traversait les Pyrénées avec d'autres réfugiés et il fallait refaire et refaire et refaire. Mais à chaque fois, à chaque pause, tout le monde regardait sur les portables les nouvelles. C'était assez surréel. Pourquoi? Parce qu'on regardait tout le monde qui traversait cette frontière. C'était terrible. Mais pour nous, ça nous a donné un sens de ce qu'on faisait. Parce qu'on essaie de raconter une histoire qui fait et qui fera penser les gens, qui posera des questions. Sarah, nous avons parlé au cours des derniers jours d'accueillir des réfugiés. Qu'est-ce que cela signifie? En plus des réfugiés qui étaient déjà là. Vous avez parlé de la crise syrienne de 2015 en Europe et l'encre qui a coulé et les discussions qui ont suivi, comment gérer ces vagues en provenance d'Afrique, du Moyen-Orient. Vous habitez au Canada, il me semble, où il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens, et nous avons tous ce vécu en Europe, aux États-Unis. Quels sont les enseignements à tirer? Comme j'ai déjà évoqué, j'espère que cette crise ukrainienne va nous montrer que nous avons la capacité d'accueillir ceux qui sont en souffrance au sein de notre communauté. Et nous avons la capacité humaine égale également la compassion. Les efforts et l'argent, le financement, l'attention accordée à la défense et aux armes et à la guerre doit être sur pied d'égalité avec les efforts pour la paix.
l'aide humanitaire, comme l'a dit Ralph, il y a une grande différence entre la représentation des réfugiés blancs et ceux qui ne sont pas. Nous avons cette compassion et cette compassion doit s'appliquer également aux Africains, aux réfugiés du Moyen-Orient. Et la compassion également entre les hommes et les femmes. Il faut raconter ces histoires. Cette question ne sera pas prise au sérieux sur le plan politique, humanitaire, peut-être, mais quand on a une série Netflix et quand on a des spectateurs ou des téléspectateurs qui souhaitent regarder la série, mais on essaie de faire quelque chose de facile à digérer. C'est comme quand on mange du brocoli, mais ça goûte du chocolat. Parce que c'est beaucoup plus intéressant que quand on regarde les nouvelles sur Al Jazeera. Oui, on a eu beaucoup de contributions à la culture américaine dans la période après-guerre, parce que ces réfugiés ont été accueillis aux États-Unis. Maintenant, il s'agit des Ukrainiens. En Europe, nous avons des gens qui disaient non, plus jamais on n'a plus d'espace, on n'a plus de passe. 1 million de réfugiés syriens en Allemagne, avec Madame Merkel qui disait oui, et les Allemands disaient non, on ne peut plus, on est à bout. Et au final, il y a eu 7 millions de réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis. L'organisation était meilleure pour ces réfugiés parce qu'il y a eu des droits à l'éducation, aux soins de santé. Cela nous montre qu'avec la volonté politique, tout est possible. Mais nous devons parler de la contribution aux réfugiés. Et tous les réfugiés, pas seulement les Ukrainiens, les artistes, même si nous savons que c'est une belle illustration. Mais c'était assez intéressant dans la série transatlantique. On a eu pas uniquement la liste des personnes à sauver, qui ont été sauvées, mais également d'autres personnes qui souhaitaient partir à New York. Alors encore une fois, quelles sont les leçons apprises, comment utiliser le récit afin d'expliquer de manière positive la contribution des réfugiés à nos sociétés. Oui, en ce qui concerne la série, j'ai grandi aux États-Unis, un pays qui a été impacté de manière positive par les différentes personnes qui sont arrivées. Mais pour cette question, il avait une liste des personnes célèbres, des personnes âgées, mais les jeunes n'avaient rien prouvé, entre guillemets. Il s'agit d'un potentiel. Comment sélectionner les gens sur la base de ce qu'ils ont fait n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il a eu cette transition. Il s'est rendu compte qu'il faut prendre tout le monde. Il faut faire tout ce que l'on peut avec tout le monde. Et cela fait partie de l'histoire. Je me demande, donc, le brocoli avec le goût de chocolat, oui, j'aime bien. Comment impliquer les gens au sein de cette histoire pour qu'ils reconnaissent les aspects humanitaires et humanistes. Parce que nous sommes des êtres humains, réfugiés. Un réfugié, c'est un être humain qui est déplacé à cause d'un conflit politique, tout simplement. Nous sommes tous égaux. Et c'est ce que j'essaie d'explorer dans la série. Oui, effectivement. Je voulais revenir sur un point que vous avez mentionné. Les réfugiés ukrainiens ont eu un statut qui leur a permis d'avoir accès à l'éducation et au travail. Il est important de se rendre compte que d'un point de vue économique, lorsque l'on décide d'accueillir les réfugiés dans notre système d'éducation et dans notre marché du travail, eh bien, ils peuvent faire ce qu'a fait mon grand-père, devenir des contribuables, à savoir soutenir la communauté pour s'épanouir. Et l'on entend mal parler des réfugiés qui sont accusés de venir pour prendre ce que l'on a.
pouvoir. Et souvent, les relations publiques sont motivées par des raisons politiques, au moins aux États-Unis. Mais il existe également une réalité économique. Les études ont montré encore et encore que lorsque l'on donne le choix aux immigrants, ils décident de s'éduquer, de se former et de participer, de contribuer à la société à laquelle ils appartiennent. Et je pense qu'on l'a appris avec la population ukrainienne. Il faut faire ce transfert avec d'autres populations. Tout à fait. Effectivement, les deux scientifiques qui ont développé le vaccin COVID en Allemagne étaient des migrants également. S'agissait-il de migrants ou de réfugiés économiques? Peu importe, ils ont été accueillis dans le pays. Non seulement ils ont payé leurs impôts, mais ils ont également mis au point un vaccin qui a profité à tous. À présent, nous allons prendre quelques questions du public. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent en ligne peuvent poser des questions. Peut-être que c'est seulement pour ceux qui sont ici en présentiel. Mais je pense que vous avez des micros à votre disposition. N'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. Merci beaucoup à tous les membres du panel. Vous avez été extrêmement inspirants. Merci également d'avoir donné un peu de place à ces histoires pleines de compassion, d'avoir expliqué le contexte et la beauté de ce domaine. Vous avez dit que ceux qui ont le moins sont ceux qui souvent donnent le plus, et ça, c'est une source d'inspiration. Mais regardez la situation dans le monde, c'est souvent pas suffisant. Alors, comment puis-je, moi et chacun d'entre nous ici, encourager cet argument? Comment encourager ceux qui ont des ressources à donner sans devoir jouer sur ce sentiment de culpabilité? Qui souhaite réagir et répondre? Évidemment, vous pouvez toujours soutenir l'IRC. L'IRC œuvre dans plus de 35 pays de par le monde. La plupart de nos équipes sont locaux dans les pays où ils opèrent. Nous avons parlé de certains de nos programmes. Nous sommes actifs en Irak, par exemple, et nous travaillons avec des Irakiens. Mais nous avons également des équipes internationales qui viennent à notre soutien. Nous accueillons également des réfugiés dans certains pays, au Royaume-Uni, en Allemagne, par exemple, et nous soutenons leur intégration. Nous avons mis en place des programmes scolaires, des programmes d'apprentissage, et nous avons de nombreux programmes également aux États-Unis. C'est devenu une tradition au sein de notre comité, et nous avons un autre groupe qui a été créé juste avant, à la demande de Albert Einstein, pour accueillir ceux qui fuyaient le régime nazi en 1933 et qui ont été ensuite accueillis aux États-Unis dans différentes villes du pays. Donc, il existe différentes façons de vous engager et de soutenir l'IRC. Et en tant que citoyen, peut-être que vous voulez en dire quelques mots? Oui, bien sûr. C'est une très bonne question. Elle est difficile, effectivement, de faire passer notre message. On voit beaucoup de fatigue quand on parle de compassion, car le monde tout entier est en train de brûler. Et je pense qu'il faut se concentrer sur ces récits qui nous inspirent. Je ne veux pas être cynique, mais je dirais également que c'est dans notre propre intérêt, dans notre meilleur intérêt, que de soutenir ces individus là où ils sont. Les études l'ont montré. Sur le plan économique, eh bien, les réfugiés rendent toujours plus qu'ils n'ont pris. Et si l'on regarde les chiffres agrégés, que l'on aide les individus en situation d'urgence pour qu'ils puissent ensuite retourner chez eux, c'est vrai également. Je parlais à une femme ukrainienne hier et je lui ai demandé « Qu'avez-vous prévu ?» Eh bien, je compte rentrer chez moi et reconstruire ma maison. Donc, pour elle, ce statut de réfugié, c'est temporaire. Et c'est une question de renforcer la bonne volonté, le bilatéralisme et la paix. Si l'on ne s'attaque pas aux crises alors qu'elles apparaissent, elles vont alors s'ancrer et s'approfondir et devenir de plus en plus clivantes. Et je pense que, effectivement, c'est une situation qu'il faut prendre à temps pour pouvoir avoir un impact à long terme. Ralph, eh bien, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que moi, je suis quelqu'un vraiment passionné.
Et je n'ai pas beaucoup de patience lorsque les autres ne comprennent pas comment venir en aide aux autres. Mais je sais que si vous montrez que certains réfugiés, ou plutôt que des personnalités très célèbres, ont été des réfugiés eux-mêmes dans le passé, eh bien peut-être que ça peut aider. Regardez Albert Einstein, c'est un très bon exemple. Freddie Mercury également, oui, absolument. Il faut donc peut-être montrer cela. Vous savez, monsieur Untel et madame Untel étaient des réfugiés auparavant. Et regardez tout ce qu'ils ont réussi à accomplir avec l'aide qu'on leur a donnée. Oui, et je pense que le contact est très important. La plupart d'entre nous avons peur de ce que l'on ne comprend pas. Et si l'on n'a pas de contact avec des individus qui ont été déplacés ou si l'on n'a jamais été dans un lieu en crise, eh bien, et d'ailleurs, il ne faut pas aller très loin pour s'y rendre, car on voit des crises partout, mais si l'on a ces contacts, eh bien, notre humanité commune devient très claire, évidente. Pour moi, c'est une façon, justement, d'aller de l'avant et d'améliorer la situation. Merci. Je vois une autre main levée par ici. Merci beaucoup. Merci pour ces mots pleins de sagesse. Je voulais poser une question sur une question très commune, la politisation des droits humains. En général, les droits humains deviennent politisés. C'est le cas notamment dans le cas de la migration, qui joue un rôle important dans les élections de plusieurs pays, en Europe, aux États-Unis. À mon avis, c'est un peu triste, car on parle de questions humanitaires, de questions liées aux droits humains qui ne devraient pas être politisées, car en général, quand ces questions deviennent politiques, le soutien en faveur de ces questions s'arrête, s'estompe et la solution devient plus difficile à trouver. Alors, à votre avis, comment pouvons-nous faire en sorte que ces questions, en particulier la migration, soient moins politisées, moins politiques, pour que l'on puisse se concentrer davantage sur l'aspect humanitaire de ces points? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Effectivement, les États européens, en principe, sont engagés à respecter les droits d'asile, la Convention de Genève et les droits des migrants en général. Mais ces droits, effectivement, sont sous attaque dans différents pays. Ce n'est rien de nouveau, mais on voit un phénomène qui s'accentue, un sentiment anti-migration alimenté par les populismes et par le contexte économique, même si les études montrent l'effet contraire, effectivement. Mais lorsque vous regardez la démographie des pays européens, eh bien, si vous souhaitez que l'économie continue de fonctionner et que vous discutez avec des chefs d'entreprise, des chefs de restaurants, des exploitants agricoles, eh bien, ils vous diront tous que c'est difficile de continuer leurs activités sans les migrants. Et nous avons ces mêmes discussions en France à l'heure actuelle, alors que nous sommes en train de discuter une nouvelle législation. Les États, les pays veulent contrôler la façon dont différents individus ont accès à leur territoire. Mais la communauté des affaires essaie de faire entendre sa voix, car nous avons besoin d'un statut légal pour les migrants pour qu'ils puissent travailler. Mais en ce qui concerne les réfugiés, notamment, ça ne fait aucun doute, nous devons protéger ces individus vulnérables. Et pourtant, nous sommes loin de nous tenir à nos engagements. Regardez ce qu'il s'est passé dans la mer Méditerranée. Regardez tous ceux qui ont perdu leur vie parce qu'il n'y a pas de route légale pour rejoindre l'Europe. Alors, ce que nous voulons plaider, c'est la création de routes sûres et légales pour arriver en Europe. Et tous les États membres devraient s'y engager, car ça relève d'un engagement international.
Nous avons bâti l'Europe sur des fondements juridiques, légaux, sur des principes bien clairs, et les partis démocratiques au moins devraient rejeter l'inclusion de ces principes dans leur bataille politique. Autrement, ça devient simplement une façon facile de remporter des élections que d'utiliser la peur de la population. Mais c'est une question de perception vis-à-vis des réfugiés et des migrants. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est pareil pour toutes les catégories, mais ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas d'autre choix, eh bien, nous devons tout d'abord les aider dans leur pays pour qu'ils puissent faire face à la situation de pauvreté, de changement climatique, de conflits, etc. Et lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix que de demander d'être protégés, eh bien, nous devons reconnaître que tous les réfugiés ont les mêmes droits, peu importe d'où ils viennent. Et les protéger nous permettra non seulement de leur permettre à rebâtir leur vie, mais également protéger notre avenir et leur avenir. Qui souhaite intervenir? Eh bien, je n'ai rien de plus utile à ajouter. Moi, je suis une actrice, après tout. Mais parfois, on en revient aux histoires que l'on raconte, et ce depuis le début. Tout est très politisé. Je ne sais pas s'il y a une porte de sortie rapide. Mais vous savez, lorsque l'on raconte des histoires, eh bien, on part du principe qu'on est toujours en concurrence. Et je pense que c'est un mensonge. Je ne sais pas d'où a commencé cette histoire, peut-être avec Darwin, je ne sais pas, mais plusieurs études scientifiques et culturelles montrent, par exemple, dans le livre de Suzanne Hartree, Found the Mother Tree, et que nous sommes coopératif et collaboratif de par nature. C'est ancré en nous, et c'est en partie la raison pour laquelle nous avons eu autant de réussite en tant qu'espèce. Et je pense que si l'on changeait notre récit dès le plus jeune âge, eh bien, ça peut marcher. Bien sûr, ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et renverser la tendance et changer l'opinion publique en général, ça prend du temps. Mais personnellement, je pense que c'est important d'arrêter de dire que notre nature, c'est d'être en compétition les uns avec les autres. Plutôt, nous devrions dire que notre nature, c'est de coopérer, collaborer les uns avec les autres, même à nos dépens, car le bien de tous nous élève tous. Peut-être que l'on devrait changer justement les propos que l'on tient. Ralph, eh bien, ça nous ramène au fait que l'on est tous des renégats. J'aime beaucoup cette phrase, effectivement. Je vois d'autres mains levées, je vous en prie. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je ne peux pas me lever parce que je partage également le panel avec des amis en Afrique. Bienvenue à vos amis. Merci bien. Alors, je m'appelle Guy Christian. J'ai une question portant sur l'immigration et sur les réfugiés. Je voudrais savoir concrètement votre aide qui est portée à l'endroit des familles, des pays en situation difficile, parce que forcément, quand on parle d'immigration ou des réfugiés, c'est beaucoup plus en direction des pays nord, c'est-à-dire des pays d'Afrique qui, dans des difficultés, se voient venir en Europe pour plusieurs raisons, parfois des raisons économiques ou alors parfois pour des raisons de survie. Est-ce que votre aide vont en direction des organisations des sociétés civiles ou alors sont portées par les institutions d'État? Parce que voyez-vous, lorsqu'on est dans ces pays, si nous avons besoin d'arrêter de venir dans les pays occidentaux autant pour moi, c'est peut-être parce que dans les pays, en fait, il n'y a pas toujours des mécanismes qui sont portés par les gouvernements. Ça, c'est une vérité. Ou encore, il peut y avoir des problèmes dus à d'autres situations. Donc, s'il y a une aide, est-ce que l'aide va directement en direction des OCI qui existent ou alors c'est porté par les politiques en place?
Merci beaucoup pour cette question. Je réponds en français. Nous travaillons de plus en plus avec les organisations de la société civile des pays dans lesquels nous intervenons. Donc, par exemple, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si vos amis sont en Afrique de l'Ouest ou en République démocratique du Congo, nous intervenons selon plusieurs modalités. Soit nous délivrons nous-mêmes un service d'assistance humanitaire, par exemple de nutrition, de lutte contre la malnutrition infantile ou de vaccination ou de soutien au système éducatif. Dans ce cas-là, nous allons le faire dans toute la mesure du possible en partenariat avec les institutions gouvernementales concernées, par exemple le ministère de la Santé ou le ministère de l'Éducation, même si c'est notre propre personnel, avec les financements qu'on apporte, avec l'expérience qu'on a acquise qui permettent de développer ces programmes, mais on a toujours aussi dans l'idée qu'à un moment, il faudra pouvoir transférer cette action aux acteurs locaux. L'action humanitaire, elle est plus longue qu'on ne le pense. C'est une action d'urgence, on intervient très vite quand il y a une crise, mais la plupart des personnes déplacées, des réfugiés, sont déplacés pendant plus de 20 ans. C'est la durée moyenne. Et ils ne sont pas tous dans des camps, ils sont beaucoup dans des villes, ils sont beaucoup dans des banlieues, dans des bidonvilles. Donc il faut avoir une présence qui est durable et qui est très liée au tissu urbain, au tissu social. Mais de plus en plus, et c'est la deuxième façon qu'on a de travailler, on essaye de soutenir des acteurs locaux en leur apportant là encore notre expérience, notre savoir-faire. Et donc nous, on réussit à mobiliser des financements et ensuite on leur reverse ces financements et on les accompagne pour qu'ils développent eux-mêmes l'action en question. Et c'est une chose qu'on fait par exemple dans des pays comme le Niger, qui sont des pays aussi de transit, des migrations. Il y a beaucoup de migrants qui viennent d'autres régions d'Afrique de l'Ouest, qui passent par le Niger, qui essayent de remonter vers la Libye et la Méditerranée. Et on travaille avec beaucoup d'associations locales. Mais on le fait aussi au Nigeria, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et ça devient un engagement de tout le secteur humanitaire et de plus en plus important pour l'IRC. Et là encore, parce qu'on estime que ce qui compte, c'est de se dire, si à un moment et quand on aura à partir, qui va pouvoir continuer à mener ces actions qui vont parfois passer de l'action humanitaire à l'action de développement si la situation se stabilise, mais la dimension d'assistance aux personnes les plus vulnérables, aux personnes qui vont rester déplacées pendant très longtemps, elle va devoir s'inscrire dans la durée et il faut qu'elle repose sur des acteurs locaux. Merci. Je crois qu'on arrive vers la fin. On peut peut-être prendre une dernière question, si on nous laisse utiliser la dernière minute. Oui, je vois une main qui se lève ici, madame. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez parlé du rôle des gouvernements et des États pour accueillir tout d'abord les réfugiés, mais aussi pour leur donner accès aux services auxquels ils ont droit. On a parlé également de l'exemple de Berlin avec l'importance de la population civile qui contribue. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus quant au rôle des organisations telles que la vôtre qui collaborent avec les gouvernements et pour également utiliser au mieux le pouvoir de la population civile? Oui, effectivement, c'est un peu la même question qui vient d'être posée. Nous travaillons en Europe de plus en plus avec les organisations de la société civile et je voulais vous donner l'exemple de l'Allemagne où depuis 2016, nous avons développé nos activités avec l'arrivée des réfugiés syriens et aujourd'hui encore avec l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Et nous agissons dans le contexte du système éducatif des différents Landers. Nous essayons d'aider les réfugiés, premièrement syriens, afghans et maintenant ukrainiens, pour s'assurer qu'ils puissent intégrer de manière
fluide et aussi rapidement que possible le système d'éducation standard du pays. Mais effectivement, il faut garantir un soutien spécifique pour ces enfants, ces migrants. Et nous travaillons également avec le Conseil des migrants de Berlin et d'autres organisations de la société civile, et ça c'est particulièrement vrai depuis le début de la guerre en Ukraine, pour faire en sorte que ceux qui ont quitté l'Ukraine et qui étaient des ressortissants africains, par exemple, puissent bénéficier des mêmes types de protection, ce qui n'est pas le cas. C'est plus difficile pour eux. Alors nous faisons du plaidoyer, nous les soutenons, et dans ce cas spécifique, nous soutenons les organisations allemandes qui viennent en aide aux réfugiés et aux migrants en apportant notre savoir-faire, notre expertise et nos financements pour qu'ils puissent les aider. Nous essayons autant que possible de ne pas travailler seuls, de manière isolée. Nous essayons d'apporter notre expérience de ces 90 dernières années pour contribuer, et nous essayons de contribuer, de coopérer autant que possible avec les organisations locales et les États lorsque c'est possible. Très brièvement, permettez-moi de rajouter quelques mots. C'est ce que j'aime particulièrement de l'IRC, car parfois l'aide peut être une nouvelle forme d'impérialisme. Ceux qui viennent de l'extérieur essayent de résoudre ce qui ne fonctionne pas selon eux. Partout où je me suis rendue, des groupes locaux se sont organisés, l'IRC arrive et soutient ces groupes pour essayer d'améliorer la communication également entre ces différents groupes. Et je pense que c'est la bonne façon de s'y prendre. Recevoir de l'argent des gouvernements, des individus et soutenir ces groupes locaux sur le terrain fonctionne plutôt bien à mon avis. Oui, merci Sarah. Ralph, si vous souhaitez dire quelques mots de conclusion, je vous en prie. Allez-y en premier. D'accord, pardon, j'étais en train d'écouter. Eh bien, on parlait un peu plus tôt de l'IRC et merci beaucoup d'avoir expliqué ce que vous faites en détail, et je pense que l'on pourra poursuivre cette conversation après en coulisses sans tous ces témoins ici. Oui, effectivement, c'est grâce à Sarah que vous allez bientôt devenir un ambassadeur, j'en suis sûre. Anna? Eh bien, tout ce que je voulais dire, c'est que j'étais ici la semaine dernière, et ceux qui travaillent au sein de l'organisation parlent de leur travail où qu'ils se rendent. J'étais impressionnée d'apprendre plus de leurs solutions. Et comme vous l'avez dit plus tôt, on a l'impression parfois que les problèmes du monde peuvent être trop grands, mais lorsque l'on voit tout ce que certains font sur le terrain pour résoudre ces problèmes, c'est une véritable source d'inspiration. J'essaie toujours de comprendre comment raconter ces histoires, mais je n'arrive pas à croire que personne n'a pensé à raconter l'histoire de ce que font les gens sur le terrain. Moi, j'y pense. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette conversation. Merci Anna, merci Ralph, merci Sarah. J'étais ravie de vous avoir avec moi. Soutenez les réfugiés qui sont les bienvenus. Merci de votre participation.